Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 28 septembre. Nous allons évoquer entre autres la politique française, une affaire de séquestration, les possibles conséquences de l'IA sur l'idéologie woke et comme d'habitude nous passerons en revue l'actualité internationale. Alors en France, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a actionné le 49.3 sur la loi de programmation des finances publiques. Bruno Le Maire affirme que le versement de 2 aides provenant de l'Union européenne dépend de l'adoption de cette loi. La NUPES annonce quant à elle une motion de censure. Et l'animateur de Fun Radio, Bruno Guillon, ainsi que sa femme et leur fils de 14 ans ont été victimes d'un cambriolage avec séquestration. Les cambrioleurs ont menacé Bruno Guillon avec une arme de poing, tandis que sa femme était ligotée et bâillonnée sous la menace d'un marteau. Heureusement, la famille n'a pas été physiquement blessée, mais ils sont en état de choc. Malgré cela, Bruno Guillon devrait revenir à l'antenne de Fun Radio dès aujourd'hui. Et encore, à propos de ce fléau que sont les punaises de lit, c'est dans le métro parisien maintenant que des insectes ont été signalés. Le conducteur de la ligne 8 aurait découvert la présence de ces nuisibles dans sa cabine. La RATP a pris les mesures nécessaires en retirant le train du service. La RATP tient toutefois à rassurer les usagers en affirmant qu'aucun cas avéré de punaises de lit n'a été constaté dans les bus, tramways et autres moyens de transport. Et Emmanuel Macron est en Corse pour une visite qui s'annonce importante. Il est attendu de pied ferme par les autonomistes et les indépendantistes, car le sujet de l'autonomie de l'île est devenu incontournable ces derniers mois. L'Assemblée de Corse a présenté 2 projets d'évolution du statut de la collectivité et le ministre Gérald Darmanin a mené des discussions préparatoires en septembre. ChatGPT va-t-il accidentellement faire chuter l'idéologie woke dans le monde ? C'est en tout cas la théorie de 2 analystes qui déclarent que la nouvelle technologie pourrait avoir un impact sur la société en amenant indirectement des valeurs plus libérales et plus traditionnelles. Des professions sujettes à l'idéologie woke pourraient subir des changements. Toutefois, les emplois liés, eux, au domaine pratique qui nécessitent des compétences physiques pourraient être moins touchés. Ils avancent que ces facteurs pourraient amener une victoire idéologique des conservateurs. L'article est disponible sur le site de The Epoch Times. Et je vais maintenant laisser la parole à Anthony qui va nous parler d'économie. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Parlons finances publiques, un sujet qui ne semble pas passionner tout le monde, mais ô combien crucial. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, tire la sonnette d'alarme. Face à un déficit qui grimpe et une dette qui explose, Monsieur Le Maire a déclaré, je cite, « On passera tous un très mauvais Noël », faisant référence à la possible dégradation de la note française. Vous vous demandez pourquoi c'est important. On parle de l'argent du pays, de notre argent, celui avec lequel nous construisons nos écoles, nos hôpitaux et finançons nos services publics. Alors, quand on entend que la France pourrait être le seul pays européen avec un déficit de plus de 3% en 2025, ça fait réfléchir. D'autant plus, tenez-vous bien, que l'État veut lever 285 milliards d'euros de dette en 2024, un record. Mais s'agissant de la stabilité de notre économie et de notre place en Europe, le ministre insiste. Combattre la dette, c'est notre devoir. Et hier, il a présenté le budget pour 2024. Regardez. Le 27 septembre, Bruno Le Maire a fait face à un Sénat sceptique défendant le projet de loi de finances 2024. 3 défis dominent: lutter contre l'inflation, encourager la transition écologique et renforcer les finances publiques ébranlées par des années de crise. Le gouvernement compte réaliser 16 milliards d'euros d'économies, principalement via la fin du bouclier tarifaire énergétique. L'État envisage cependant un déficit public stabilisé à 4,4% du PIB en 2024, soit 145 milliards d'euros, tandis que la charge de la dette devrait augmenter à plus de 52 milliards d'euros l'an prochain. Jean-François Husson, rapporteur général du budget, n'était pas impressionné. Alors, j'entends, vous vous abritez, si j'ose le dire, derrière la revue de dépenses, censée générer des dizaines de milliards d'euros d'économies.
Mais finalement, quand on regarde la revue de dépenses que vous avez rendue au Parlement en juillet, je ne vois pas d'économie. Bruno Le Maire s'est défendu rappelant le contexte inflationniste. Et afin de faire face à une inflation anticipée de 2,5% en 2024, le gouvernement prévoit un coût de 25 milliards d'euros dû à la revalorisation des barèmes de l'impôt sur le revenu, des retraites et des prestations sociales. La transition écologique est érigée en priorité absolue et bénéficie de 40 milliards d'euros de crédit. Le budget de MaPrimeRénov' bondira à 5 milliards d'euros et un crédit d'impôt soutiendra les entreprises vertes. Et des mesures favoriseront les véhicules dits éco-responsables. D'autre part, le gouvernement s'attaque aux énergies fossiles et renforce la lutte contre la fraude. Le ferroviaire devrait bénéficier de nouvelles recettes grâce à une taxe sur les autoroutes et aéroports. Des économies sont prévues dans le domaine de la santé, tandis que le nombre de fonctionnaires augmentera et les crédits des services de sécurité et de l'éducation connaîtront une hausse significative, permettant notamment la revalorisation des enseignants. Le Sénat scrutera minutieusement le projet dans les semaines à venir. Ce budget doit maintenant être étudié et voté au Parlement. Mais l'état des finances publiques françaises suscite l'inquiétude. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Eh bien, si on ne règle pas notre déficit, on pourrait avoir une petite surprise de la part des agences de notation à l'automne, avec des retombées sur le coût de la vie, de nos services et même de nos impôts. L'Europe, du coup, nous regarde. Et être le 3e plus grand débiteur de la zone euro ternit un peu l'image de la France. Alors, les décideurs vont devoir jouer serré. Ça promet des débats animés et des choix cruciaux. Les regards sont tournés vers l'Assemblée. Et on se demande, Paris sera-t-il capable de redresser la barre et de briller à nouveau? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, on va suivre ça de près. Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony, on aura en effet l'occasion d'y revenir. Et passons maintenant à l'international avec le vétéran ukrainien de la division SS Galicie qui a été ovationné par erreur au Parlement canadien. Le ministre polonais de l'Éducation a annoncé avoir initié une enquête afin de vérifier si cet ancien membre d'une unité SS a commis des crimes de guerre en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ministre a également déclaré avoir entamé des procédures en vue de son éventuelle extradition vers la Pologne, mais pour l'instant, aucune demande officielle d'extradition n'a été reçue par le ministre canadien de la Justice. Et en Corée du Nord, le militaire américain Travis King, qui avait franchi la frontière entre les deux Corées en juillet dernier, va être expulsé. Il prétendait avoir fui les mauvais traitements de la discrimination raciale au sein de l'armée américaine. Il a été détenu en Corée du Nord pendant plusieurs mois et avant cela, il avait été détenu en Corée du Sud pour une altercation dans un bar avec les forces de l'ordre. Au lieu de retourner aux États-Unis pour des sanctions disciplinaires, il a réussi à franchir la frontière nord-coréenne en se mêlant à un groupe de touristes. Et toujours à propos de la Corée du Nord, le gouvernement a inscrit son statut d'État nucléaire dans sa constitution. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a affirmé lors d'un discours que la politique de construction de la force nucléaire de la Corée du Nord est devenue permanente et qu'elle ne doit pas être bafouée. Cette décision marque une nouvelle étape dans la doctrine nucléaire du pays, rendant plus improbable la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et on remonte un peu sur la carte pour parler de la Chine avec Vladia qui va évoquer l'état des relations franco-chinoises. Vladia, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Hier, je vous ai parlé du positionnement de la France face à la Chine de Xi Jinping. J'avais souligné l'étonnant manque de fermeté du gouvernement français face au réseau d'influence du PCC ainsi que les soupçons d'espionnage concernant Huawei. Ces soupçons n'ont pas empêché la France de donner un répit à ce géant de la téléphonie qui, rappelons-le, est soutenu par le gouvernement chinois. Je souhaite bien du courage aux services de renseignement français qui se sentent peut-être un peu seuls sur ce coup-là. Et attendez, ce n'est pas tout. On vient d'apprendre par le biais d'Intelligence Online qu'Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à un acteur central des organes d'influence de Pékin en France.
Cet homme, Jonathan Choi, est l'un des piliers du soft power de la Chine communiste dans notre pays. Il participe à établir des relations d'intérêt pour le compte du PCC et à donner une image positive de la Chine à l'étranger. En d'autres termes, il finance la propagande du PCC en Occident. Emmanuel Macron annonçait déjà la couleur en avril dernier avec un projet de relance des échanges culturels franco-chinois et des remerciements à la fondation Jonathan Choi dans l'un de ses discours prononcés lors de sa visite d'État en Chine. Le président français a remercié Jonathan Choi d'avoir financé un centre culturel pour une collaboration France-Chine. Je vous le cite. Et donc merci aussi d'avoir sauvé ce lieu, Jonathan. On peut vous applaudir. Ce sauvetage étant fait, nous nous retrouvons en septembre prochain à Paris. Fin de citation. Nous voilà en septembre et ce monsieur a reçu la Légion d'honneur de la part du président. Si vous souhaitez lire son discours, je vous invite à aller sur le site de l'Élysée. Ça vous donnera un aperçu de la communication du gouvernement français en Chine. Je vous propose de quitter la France maintenant 1 minute pour mettre les 2 pieds en Chine afin d'observer un événement économique majeur. La plupart d'entre nous a entendu parler du géant chinois Evergrande. Actuellement, c'est l'entreprise la plus endettée au monde. Eh bien, la situation s'aggrave encore. Le cours de l'action du géant chinois de l'immobilier a chuté de 24% lundi et encore de 8% mardi. On peut le dire, c'est une catastrophe. La société Hengda Real Estate a déclaré le mois dernier qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la part des autorités de régulation. Lundi, Evergrande a déclaré qu'elle ne pouvait pas émettre de nouvelles obligations. Cette nouvelle intervient 1 semaine seulement après que la police a arrêté certains membres du personnel de l'unité de gestion de patrimoine de la société. Aucun détail n'a été donné sur le nombre de personnes détenues ni sur les charges retenues. Ces turbulences pèsent désormais sur les plans de restructuration d'Evergrande. Au début du mois, la société a reporté sa décision concernant ses dettes offshore. Mais le sentiment sur l'ensemble du secteur reste fébrile avec des rivaux comme Country Garden qui sont également proches du défaut de paiement. La crise du secteur immobilier, qui représente environ 1/4 de l'économie chinoise, a ébranlé les marchés mondiaux. Les investisseurs s'inquiètent de ce qui se passerait si les grandes entreprises faisaient faillite et Pékin ne semble pas en mesure de soutenir efficacement le secteur pour le moment. Après des décennies de croissance à 2 chiffres, la Chine entre dans une sérieuse période de déclin. Cela est en grande partie dû aux excès des politiques menées par la Chine qui a fait passer le contrôle et les arrangements en interne avant la croissance économique. Affaire à suivre. Mon cher Rémi, je vous laisse aux commandes du navire et quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Merci à tous. Merci Vladia pour ces précieuses informations et pour conclure cette édition, entrons dans la lumière avec un très bel article sur l'art du vitrail qui vient de paraître sur Vision Times, une pratique qui atteint son apogée à l'époque gothique où de nombreuses cathédrales aux ouvertures plus larges favorisent l'expression des peintres verriers. Le vitrail donne libre cours à un art sacré s'adressant aux fidèles grâce à la sublimation d'un élément mystique, la lumière qui nous rapproche du divin. Les vitraux se lisent de bas en haut car le regard de l'homme doit, je cite, s'élever vers Dieu. Dans l'art religieux de l'époque gothique, le blanc est signe de pureté, le bleu symbolise l'éternité, le jaune représente la traîtrise, tandis que le rouge évoque la violence ou le martyre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pensez bien à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Moi, je vous dis à demain, 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et bien le bonjour chez vous.